Donc, si Jawad, il va prendre la parole dans un instant et il va, si vous voulez, se présenter d'abord et puis par la suite présenter l'activité de l'Université Hassan Ier et puis nous présenter donc cette intervention intitulée de la bureautique à l'industrie 4.0, la transformation digitale. J'ajouterai une nécessité pour l'entreprise marocaine à l'aube du 21e siècle. Si Jawad, à vous la parole. Merci, c'est Aziz. Donc, je remercie Madame Khawla pour ses efforts, pour tout ce qu'elle a fait pour qu'on puisse organiser ce webinaire. Je remercie aussi les gens présents donc, qui participent, qui vont certainement aussi enrichir les discussions après l'exposé. Comme a dit ici Aziz, professeur Aziz, à la FSC de Stade, on est très connu au Maroc pour nos formations continues, surtout dans des domaines très liés aux besoins des entreprises marocaines, en particulier le génie civil, l'informatique, le management, qualité, sécurité, environnement. D'accord. Donc, mais on propose aussi beaucoup d'autres formations. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, je vais commencer ma présentation, sachant que, bien sûr, je vais aller vite. Vous pouvez poser des questions et je peux m'arrêter et, bien sûr, donc, réagir. OK. Donc, la présentation. Écran partagé. Voilà. Donc, l'écran, vous voyez l'écran? C'est clair, c'est Aziz? Oui, okay. On le voit. Voilà, donc j'ai intitulé ma présentation de la bureautique à l'industrie 4.0 et je vais justifier ce choix du titre. Comment réussir la transformation digitale de votre entreprise? Bien sûr, l'exposé va être à but pratique et aussi motivant pour les entreprises. Donc, réussir la transformation digitale, c'est en quelque sorte un sous-titre et un petit peu c'est l'objectif de ce que nous allons présenter. Tout d'abord, un petit sommaire, mais je passe rapidement puisque je ne l'ai pas respecté de toute manière. Donc, l'idée principale, et Aziz l'a un petit peu souligné, c'est que nous sommes dans un monde qui a complètement changé. On n'est plus dans le monde d'avant le numérique, on est dans un monde numérique. Un monde numérique veut dire que de nouvelles possibilités se sont offertes, de nouvelles menaces aussi, une nouvelle géopolitique, une nouvelle manière de s'organiser. Et donc, nos modèles anciens sont en train d'être disruptés, d'être un petit peu obsolètes. Donc, la transformation digitale est un processus global et intégré qui consiste à faire évoluer tous les processus de l'entreprise de façon à ce qu'ils s'adaptent à ce nouveau monde, au monde que j'ai introduit il y a un moment. Donc, cette transformation est portée par les technologies numériques. Cela implique donc un changement au niveau des structures techniques et sociales de l'entreprise, par l'implémentation de solutions techniques, mais aussi par la conduite du changement sur le plan organisationnel et humain. Et beaucoup de gens, beaucoup d'experts font la différence entre la digitalisation et la transformation digitale. Je vais donc revenir sur ce point parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur ni la définition, ni un petit peu la définition, mais surtout la différence que pratiquement tous les académiciens mettent entre la digitalisation, bien la numérisation et la transformation numérique. Bien sûr, le mot digital aussi, parfois on utilise le mot numérique ou digital. Il y a une préférence pour certains pour le mot digital et pour d'autres pour le mot numérique, mais c'est sans importance
pour cette présentation. Donc, l'idée principale est que on est dans un nouveau monde. Donc, on est dans un monde numérique donc, et on vit une nouvelle révolution industrielle. Et dans l'histoire, toutes les révolutions industrielles ont transformé le monde. Et ils ont apporté beaucoup de bouleversements, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de problèmes, parce que j'ai ici marqué court-circuitement, parce qu'une technologie, quand elle arrive, une nouvelle technique, quand elle arrive, il court-circuite ce qui existait avant. Donc, avant, on se déplaçait, par exemple, d'une manière assez linéaire, d'une ville à une autre. Aujourd'hui, on peut rester chez soi et faire des choses dans une autre ville, piloter, par exemple, un drone ou communiquer avec des gens ou échanger ou faire un achat sans se déplacer ou même faire de la maintenance prédictive ou visualiser des images sans se déplacer. Donc, il y a un court-circuitement. Donc, les normes, les valeurs, les manières de faire d'avant, en général, ne sont plus adaptées au monde dans lequel on vit. Bien sûr, il y a beaucoup de manifestations de ces transformations d'un point de vue technologique et puis application de ces technologies. Il y a la télémaintenance, il y a la e-logistique, donc les robots, les capteurs qui assurent que ce soit la télémaintenance ou donc la logistique en s'appuyant bien sûr les réseaux, sur le web et sur des data centers et des logiciels, des drones aussi. Il y a aussi la monnaie, il y a la réalité augmentée, donc ajouter des couches d'information à des réalités. Il y a aussi, j'ai parlé de monnaie, mais pas de monnaie, il y a les smart contrats, il y a les réseaux sociaux, il y a énormément de choses qui se manifestent aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des applications, la voiture autonome, donc dire voiture autonome, ça veut dire que que ce soit l'industrie ou ce qui régule la circulation urbaine, tout ça va être impacté par les voitures autonomes. Il y a aussi des besoins d'optimisation, il y a la robotisation, il y a bien sûr avec tout ça l'écologie, les préoccupations écologiques. Donc, tout ça nous plonge dans un nouveau monde. Et à côté de ça, bien sûr, il y a aussi l'intelligence artificielle, il y a les big data, il y a donc, le traitement, il y a le volume de données énorme et qui peut être exploité dans certaines applications. Il y a aussi tout ce qui est réalité augmentée, donc j'avais parlé de réalité augmentée avant, donc on peut toucher à un objet alors qu'on ne le touche pas, que parfois l'objet n'existe même pas. Donc il y a aussi l'intelligence artificielle qui transforme notre monde et qui se retrouve utilisée dans plusieurs domaines et dans plusieurs applications, en particulier la gestion financière, la veille concurrentielle par l'analyse des données, la gouvernance, la messagerie interne dans une entreprise. Au lieu d'utiliser des emails, il y a les tableaux de bord, les analytics, en exploitant aussi les données. Il y a aussi la gestion des risques, il y a des innovations en croisant l'ensemble des technologies et des usages. Il y a les chatbots, les nouvelles manières les métriques, donc de mesure. Il y a la gestion des communautés dans une entreprise ou de communautés à l'extérieur, des clients par exemple, ou des fournisseurs, des partenaires. Il y a la gestion des connaissances, énormément de choses qui sont là et parfois ils régulent, ils modifient et transforment notre relation avec nos fournisseurs ou avec nos clients. Et il y a à l'intérieur d'une entreprise aussi une autre manière de faire la gestion. Donc, et surtout, le management, on parle beaucoup du management par les données et par bien sûr, des systèmes d'aide à la décision. Les applications, comme j'avais dit, donc, ils sont très diverses et énormes. Le grand cercle, les chatbots, les e-learning, la télémédecine, les logistiques, les réseaux sociaux, les smart contracts, fintech, etc. Tout ça, bien sûr, je peux détailler s'il y a des questions.
Et bien sûr, il y a l'intelligence artificielle, les drones, le big data, le blockchain, le cloud, donc les technologies qui sont utilisées pour assurer ces applications. Il y a donc l'industrie 4.0 aussi, avec ici la supervision donc de chantier, de construction, logistique, vision, d'accord. Donc, et on peut aussi voir ces technologies qui sont aujourd'hui partout. On peut les voir comme prolongement de nos capacités. Donc, quand je dis prolongement de nos capacités, donc, excusez-moi. Donc, prolongement de nos capacités, c'est ici, on peut avoir des scanners, des drones, des caméras, des capteurs pour collecter les données et pour aussi surveiller. Et puis, nous avons la blockchain pour sécuriser, pour manager les contrats en particulier. Et puis, nous avons l'intelligence artificielle et le big data pour traiter les données et pour tirer des conclusions. Et puis, à la fin, nous avons des robots qui peuvent exécuter des tâches comme des humains, monter des voitures, par exemple, ou de la logistique, faire de la logistique, ou carrément faire de la surveillance des tours dans une ville ou dans une usine. Donc, ce qui nous pousse aussi à nous intéresser à ce monde numérique, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs, de nouvelles entreprises qui sont là, qui sont aujourd'hui, qui dominent certains secteurs, et parfois certains secteurs qu'on croyait inaccessibles à de nouveaux entrants. Il suffit de voir un petit peu ce que fait Amazon. Il y a des grandes surfaces, il y a des épiceries et des magasins qui étaient présents pendant des décennies. Et puis, Amazon vient et devient le leader mondial du commerce, surtout avec la crise actuelle. Il y a aussi Google qui ne fait pas qui n'offre pas qu'un moteur de recherche, mais qui s'intéresse à autre chose. Il a des satellites, il s'intéresse à la médecine, il a des universités donc pour l'enseignement, etc. Il y a aussi Microsoft avec tout ce qu'elle propose comme produit et qui va jusqu'à l'aménagement urbain. D'accord, Google, Microsoft, ils vont jusqu'à proposer des solutions pour la gestion des smart cities ou carrément des… Et bien sûr, on les retrouve aussi partout dans l'industrie 4.0 parce qu'ils proposent des solutions de capteurs et de IoT, donc de Internet des objets, l'Internet des objets, pour contrôler, pour surveiller, pour faire de la maintenance ou pour piloter certaines installations industrielles ou faire de la logistique. Voilà, donc un changement. Aujourd'hui, nous vivons donc tous ces bouleversements et pour moi, l'entreprise doit tout simplement s'adapter à ces changements. Donc, la transformation numérique, tout simplement, c'est même pas une transformation, c'est une adaptation à une réalité. C'est une adaptation stratégique à un environnement qui a changé. Justement, donc, il y a un changement d'époque, comme j'avais dit, et le terme changement d'époque est très ancien. Donc, les changements des époques, l'Asr al-Hajari, l'Asr al-Bronzé, les époques ont toujours été liées à des technologies, à des évolutions dans la technique, dans la manière de travailler. Donc, aujourd'hui, les entreprises doivent s'adapter à ces bouleversements, à ce changement d'époque. Sinon, l'entreprise Aïcha, il va vivre dans une époque qui est passée. Et les changements d'époque, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent de nouvelles possibilités. Je l'avais dit, mais je le répète parce que c'est intéressant. Et une entreprise, elle est là pourquoi? C'est pour justement profiter. Donc, quand on fait une analyse stratégique, on dit il faut bien sûr SWOT, donc voir un petit peu ses forces, ses faiblesses, mais aussi voir les opportunités qui sont là et les exploiter et voir les menaces
et s'en prévenir. Donc quand l'environnement change, toutes ces choses changent. Et aujourd'hui, les entreprises, et on l'a vu avec la COVID-19 en particulier, les entreprises qui ont pu résister sont celles qui avaient des possibilités de travailler plus modernes. D'ailleurs, beaucoup de gens ont trouvé qu'il y a une corrélation entre la numérisation d'une entreprise et sa production, même avant la COVID-19. Mais avec la COVID-19, bien sûr, les choses sont devenues beaucoup plus évidentes. Puis, il y a s'il n'y a pas une adaptation à l'époque dans laquelle on vit pour une entreprise, il risque de disparaître, tout simplement. Et bien sûr, l'exemple de Kodak est très révélateur et très explicite, surtout que Kodak, qui a inventé l'appareil photo numérique, ne l'a pas exploité, ne l'a pas utilisé, alors que donc le brevet d'invention de l'appareil photo numérique appartient à Kodak, mais il n'a pas voulu l'exploiter et il a disparu. Voilà, donc il y a aussi une autre raison qui fait que l'entreprise doit s'intéresser au numérique, c'est que le numérique vient de paraître. Le numérique vient, c'est une technologie qui, je dis vient parce que 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, ce n'est pas très, très vieux. Donc, le numérique tel qu'on le connaît, surtout avec le web, ne date pas de très longtemps. Et en général, chaque technique, quand elle apparaît, elle porte en elle un potentiel de croissance pour les entreprises et aussi pour les individus. Là, bien sûr, je parle aux entreprises, mais on peut aussi parler aux collaborateurs, aux salariés, aux ingénieurs. Donc, le numérique aujourd'hui offre beaucoup d'opportunités parce qu'on est là. Donc, l'étoile jaune, Bertrand Gilles, un scientifique français, disait que lorsqu'une technique apparaît, au début, bien sûr, il apparaît parce qu'il y a une catastrophe, il y a un problème, donc il y a des inventions, et puis on exploite cette technologie et à un moment donné, la croissance est élevée. Et puis, à nouveau, il y a de nouvelles catastrophes, de nouvelles inventions. Donc, nous, on est là à la position de l'étoile jaune. Il est le moment, donc on vit le moment où on doit exploiter ce potentiel énorme du numérique et de l'intelligence artificielle et des autres technologies qui l'accompagnent. Et donc, la transformation digitale telle que nous la concevons, comme j'ai dit, c'est tout simplement l'adaptation de l'entreprise dans sa globalité au changement que connaît un monde qui est devenu numérique. Mais on continue de dire transformation digitale. Pourquoi? Parce que normalement, on ne dirait même pas transformation digitale, on dit tout simplement adaptation. C'est-à-dire, je fais une SWOT, une analyse stratégique, je trouve qu'il y a des opportunités qui sont portées par le numérique et je m'y adapte. Mais on continue quand même de parler de transformation digitale parce que les entreprises, les experts, les consultants n'ont pas encore intégré toute la logique numérique, toute la logique digitale. Donc, le fait de parler de transformation digitale fait que leur attention est portée vers ces technologies. Donc, ils vont faire de la recherche, comprendre un peu comment les choses se passent. Mais je pense que dans 20 ans ou 30 ans, on ne va plus parler de transformation digitale parce que, comme aujourd'hui, on ne va pas dire transformation électrique, transformation managériale. Elle est là, donc on essaie d'optimiser les ressources. Voilà, donc transformation digitale, elle est aujourd'hui là parce qu'on n'a pas encore intégré cet aspect technologique. Et puis, il est en transformation continue, donc on doit toujours faire de la veille technologique et essayer de s'y adapter. Toute l'analyse stratégique de l'entreprise doit être donc refaite ici un petit peu, donc, puisque la technologie crée de nouvelles opportunités, amène de nouveaux risques et exige de nouvelles compétences, favorise aussi de nouvelles formes d'organisation et fait même émerger de nouveaux modèles économiques axés en particulier sur l'innovation. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises comme Google qui offrent des produits et elle est la première ou la deuxième entreprise au monde, alors qu'il n'a pas le même modèle économique que
Donc, la technologie n'est pas seulement quelque chose qui vient à l'extérieur. En général, elle vient et transforme tout, même nos manières de vivre, nos modes de vie. Et pour l'entreprise, elle peut aller jusqu'à complètement pousser vers de nouveaux modèles économiques, nouvelles manières de gagner de l'argent, nouvelles manières de produire, nouvelles manières de distribuer, nouvelles relations avec les clients, avec les fournisseurs, de nouveaux partenariats. Donc, s'impose alors une gestion renouvelée des processus métiers de l'entreprise. Il faut revoir l'entreprise, comment elle produit, parce que le numérique aussi, il est omnipotent, il est partout. Ce n'est pas quelque chose seulement à l'extérieur de l'entreprise. Quand je parle d'environnement, mais il traverse aussi l'entreprise. Parce que déjà, les gens qui travaillent dans une entreprise donc, ont des connaissances numériques, parfois ils sont beaucoup plus numériques que l'entreprise, ont développé des manières de travailler, de penser adaptées au numérique. Donc, comme je dis, l'entreprise est traversée même en son sein par le numérique. Et un redesign en vue de les optimiser le processus, améliorer leur efficacité, leur durabilité aussi, et par la suite, la performance, la compétitivité et la croissance de l'entreprise, de l'organisation. Et bien sûr, le mot croissance est très intéressant. Il est beaucoup plus fort que l'innovation, alors qu'au Maroc et dans le monde aussi, on parle beaucoup d'innovation. Mais normalement, beaucoup de gens relient, d'ailleurs qu'on voit Google ou Microsoft, ce qui caractérise ces entreprises, c'est leur forte croissance, beaucoup plus que tout le poids qu'ils mettent pour innover. Et puis, bien sûr, donc j'ai parlé de processus internes, stratégie. Donc, à terme, le numérique impactera tous les processus internes, la manière dont ils échangent l'information, comment on s'organise pour les exécuter, les outils utilisés pour les supporter, les logiciels que nous achetons, donc le matériel, les réseaux que l'on met, les protocoles de communication, les objets connectés, les capteurs que l'on met, la valeur ajoutée, leur valeur ajoutée pour les collaborateurs en interne. Donc, quand je veux numériser, je dois m'intéresser à ça va apporter quoi à mon client, ou bien aux employés, ou bien aux experts, aux consultants, aux partenaires, aux fournisseurs externes, en externe. Une cartographie donc des processus devrait donc être faite pour mieux comprendre à quel moment je peux insérer du numérique. Et justement, ici, les gens qui disent que la transformation numérique, c'est donc de mettre le numérique partout, à tous les niveaux, etc., c'est pas intéressant parce que c'est la stratégie, c'est l'analyse stratégique qui va décider où je vais mettre le numérique, où je vais laisser l'humain. Donc, il ne faut pas être trop technophile ou porté par la technologie. Donc, cela permettrait alors d'automatiser certaines tâches et bien sûr de réorienter les efforts des collaborateurs sur des tâches à valeur ajoutée. Donc, ça, je glisse ce mot parce que c'est vrai, le numérique, l'informatique, va poser un grand problème à beaucoup de personnes. Donc, on est obligé en tant qu'individu aussi d'apprendre, de découvrir ce monde et d'aller chercher de nouveaux métiers éventuellement. Mais la dernière question que je vais me poser, c'est comment réussir la transformation digitale. Voilà, donc là, je vais mettre des points et peut-être qu'au fur de prochains webinaires, on détaillera les choses. Mais là, c'est tout d'abord, premier point, et je les ai mis pas, ils ne seraient pas dans cet ordre. Et ils ne seraient pas valables pour toutes les entreprises parce que tout ça dépend du secteur d'activité d'entreprise, de sa capacité financière, de sa culture, de ses partenaires aussi, parce que ils sont souvent, comme Akinitra, inscrits dans des chaînes de valeur fois spécifiques ou particulières. Donc, il n'y a pas une seule recette à appliquer à toutes les entreprises. Mais là, ce sont des traits assez communs, assez partagés en général par la majorité des entreprises. Donc, le premier point, c'est mettre en place une démarche d'évolution et d'amélioration continue des processus internes.
l'amélioration continue est un concept beaucoup plus général que ici, quand on parle du numérique ou du digital. Mais pour le numérique, il est encore plus intéressant et plus utile parce qu'il y a plein d'incertitudes aussi autour du numérique. Et puis, les gens, ils ont besoin de temps pour s'approprier le numérique avant de passer à de nouvelles phases. Donc, les processus itératifs, l'amélioration continue, ils sont demandés. Deuxième point, impliquer les jeunes dans la conception. Pourquoi les jeunes? D'ailleurs, on le voit dans pratiquement tous les pays du monde, les pays développés ou émergents, les grandes entreprises innovantes dans le domaine du numérique, ils sont portés par des jeunes. On cherche les jeunes et on les... Parce qu'ils ont l'audace, parce qu'ils peuvent sortir un peu des boîtes ou des schémas antérieurs. Donc, ce n'est pas toujours facile de recruter ou d'impliquer des jeunes parce que aussi les entreprises ont leur culture, leur tradition, mais il faut y aller. Ça impliquerait aussi des confrontations entre des logiques parfois contraires, mais fécondes. Parce que contraire ne veut pas dire qu'ils s'annulent mutuellement, parfois contraire, mais productive. Troisième point, raisonner en mode émergence, même s'il faut avoir une idée suffisamment claire au début. Bien sûr, je veux numériser mon entreprise, retenir les ordinateurs, les réseaux, le web, les plateformes, c'est bien. Mais ça dépend, c'est complexe, ça dépend de beaucoup de choses, des compétences de mes collaborateurs, de la manière dont le client va réagir, si j'ai des clients ou des partenaires, les fournisseurs aussi, mes ressources humaines, donc tous, ma capacité financière, etc. Donc, il y a beaucoup j'aurais besoin de compétences. Si jamais les jeunes ici vont s'intégrer dans mon entreprise, donc, même si j'ai une idée claire, je dois obligatoirement procéder par expérimentation, par des essais, erreurs, corrections. Et parfois, en désordre, en apparence. C'est-à-dire, supposons que je veux utiliser une plateforme dans mon entreprise, mais je peux commencer par laisser les gens utiliser le mail pendant un certain moment. D'accord? Parce qu'il faut construire sur ce qui existe et puis le développer un petit peu. Donc, j'aurai un nouveau existant et reconstruire dessus et ainsi de suite. Pour ne pas... il faut jouer aussi. J'ai mis en désordre. Parfois, on met des ruptures, c'est-à-dire on fait passer, on force un petit peu la cadence. Mais c'est vraiment, il faut passer par des expérimentations et voir le retour des collaborateurs et continuer. Et d'ailleurs, c'est pour ça, dans l'intitulé, j'ai mis de la bureautique à l'industrie 4.0. Pour arriver à l'industrie 4.0, il faut aller par des choses qui peuvent paraître banales. La bureautique, le Word, l'Excel, programmer de petits programmes, gestion commerciale. D'accord. Donc, et petit à petit, les gens, en goûtant à certains aspects simples, faciles du numérique, ils vont demander. OK, donc quatrième point, quatrième, et puis je passe. Donc, tout ce qui précède exige qu'il y ait un leadership marqué pour faire aboutir les projets de digitalisation. Voilà, donc je termine par ces points, mais je vais les lire, comme j'ai dit, on pourra les détailler une autre fois. Il faut porter une grande attention aux ressources humaines. Donc, les gens, il faut les former, les accompagner, les respecter, être proche d'eux, parce que d'ailleurs, le numérique nous oblige à se rapprocher, à aplatir un petit peu l'hiérarchie, à favoriser l'émergence d'une intelligence collective. On doit aussi concevoir, afficher à l'aide de tableaux de bord quelques indicateurs, les retours sur investissement par rapport au numérique, en les attachant à certains projets. Et donc, il y a de bonnes pratiques pour ça. Et aussi de la formation continue, de la veille technologique. Il faut s'inspirer aussi des
expériences réussies, identifier, former, recruter des jeunes éventuellement, pour établir des partenariats avec des talents à l'extérieur, des freelances, que parfois les talents, parfois il est difficile de les intégrer dans une entreprise, mais on peut donc travailler avec tout en leur laissant une certaine marge de liberté, et des structures innovantes aussi, mettre en place des plateformes numériques de communication et de gestion de projets. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Il y a d'autres, mais je laisse ça pour éventuellement une autre fois. Je dirais tout simplement que l'intelligence artificielle, qui est une autre couche de ce que nous avons présenté ici, permet encore d'aller plus loin dans les possibilités du numérique, en particulier parce qu'il y a une couche décisionnelle. Il nous permet de décider, de surveiller, et même à l'aide de robots, de produire, de comprendre, d'élaborer des stratégies. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et éventuellement s'il y a des questions. Et comme j'ai dit, on verra après, peut-être qu'on développera plus en détail certains aspects que j'ai sautés ici aujourd'hui. Merci, c'est Aziz. Merci, Jawed. J'étais sûr que tu vas atterrir sur l'intelligence artificielle. Impossible de ne pas parler dans ce contexte. Donc, nous remercions Jawed Dabounou pour cet exposé. Bien sûr, qui a tenté de définir, de délimiter le contour de ce qu'on appelle transition numérique, digitalisation, transformation numérique, et puis le contexte de la transformation en général, dans le cadre de l'évolution de l'humanité en général. L'humanité n'a jamais été stagnante. L'humanité a toujours cherché à innover, à changer ses méthodes. Évidemment, au cours du XXe et XXIe siècle, les changements seront plus rapides. Nous sommes maintenant, l'humanité sur Mars. Nous avons commencé à écouter les voix de Mars. Donc, je crois que et le Covid, il a exprimé de manière claire ce qui n'était qu'un concept il y a 20 ans, le concept de la mondialisation. Donc, nous sommes en plein dans des transformations et les entreprises sont obligées de vivre cette transformation et de s'y adapter en modernisant les processus, en intégrant les jeunes, en créant de nouvelles organisations. Je crois que Jawed a insisté, comme je l'ai dit au début de cette intervention, sur le fait que la transformation digitale, c'est une question de culture et non pas une question de technique. Et quand on parle de culture, c'est tous les processus qui doivent changer à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi dans l'environnement administratif et social. Évidemment, Madame Khawla, Jawed, il met en exergue l'intelligence artificielle en tant que, si vous voulez, futur nécessaire, c'est obligatoire, si vous voulez, de l'industrie 4.0. Moi, je dirais que tous les points qui ont été évoqués au cours de la conclusion, ils peuvent faire l'objet de multiples interventions dans les mois futurs. Parce que quand on parle de insertion des jeunes dans le processus de la transformation, à lui seul, c'est un thème. Quand on parle d'installer la culture de la transformation, c'est un thème, etc. Donc, je crois qu'on aura le temps de discuter avec les différentes personnes ici présentes. Donc, je crois que c'est le temps de lancer le débat si un intervenant ou une intervenante veut ajouter quelque chose à cette intervention. La liste est ouverte, le débat est ouvert. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, professeur Jawed. Moi, ravi de voir encore. Ma question est tout à fait brève. Bonsoir, c'est Jawed. Oui, bonsoir.
Ça va. Ma question tout à fait bref, surtout la dernière remarque d'élaboration de ce qu'on appelle les plateformes numériques. Ma question sur la normalisation, le contrôle de qualité de ce genre de plateforme, parce qu'on voit plusieurs établissements privés ou publics qui font des bricoles tout simplement. Donc, ma question c'est tout simplement parce que tout simplement. Oui, exactement. C'est style. Oui. C'est style. Nous avons du mal à écouter votre question. Est-ce que vous pouvez vous approcher du micro, s'il vous plaît? Comment ma question. Nous avons du mal. Moi, j'ai du mal à vous saisir la question. Est-ce que vous pouvez vous approcher du micro? Ah oui, ma question. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, mieux. Oui, exactement. Ma question est en bref, tout simplement, ce qu'a remarqué, a conclu notre cher professeur Jawad sur ce qu'on appelle l'élaboration des plateformes. Elle s'est déconnectée. Et c'est déconnecté. Ouais. Et c'est déconnecté. Bien, okay. On est ouvert à... Elle est là, elle revient. Elle revient. On voit tout à fait... Qu'il y a un problème de connexion. On entend. CSDIN, vous avez un problème de connexion. Donc, si vous pouvez écrire la question. Ou vous écrivez votre question. Bien. Madame Khawla, donc si vous avez une orientation pour la suite du débat, on est là. Sinon... Si l'un des participants a une question par rapport à la présentation, par rapport au sujet, il est le bienvenu. Sinon, s'il n'y a aucune question, on fait en sorte de programmer un autre webinaire pour le mois prochain sur un autre sujet qui intéresse tout le monde. Très bien. OK. Très bien. Bonsoir, Hicham Lajjan de Fujikura. Oui, merci pour la présentation, merci pour le temps que vous avez accordé pour l'association. Ma question est la suivante. Vous avez donné l'exemple de Kodak qui ont malheureusement disparu de la scène. Est-ce qu'il y a des exemples de success story et notamment au Maroc? Est-ce qu'il y a des cas qui ont entamé la transformation digitale et qui sont pour l'instant des succès? Et sachant que pour les entreprises, il y a toujours la question de retour d'investissement que vous avez noté dans les tableaux de bord. Oui, donc, voilà. Merci pour la question. Il y a bien sûr beaucoup de succès et parce que le numérique, Aziz l'a dit, c'est aussi un changement culturel. La remarque que je fais, c'est en général les entreprises qui étaient publiques, qui avaient du mal à s'informatiser justement parce qu'ils étaient publics, n'ont pas pu tenir le coup. Beaucoup d'entreprises, bien sûr, ils sont toujours là, mais dévalorisées. Là, je fais pas une comparaison par rapport, je fais pas une évaluation par retour sur investissement, parce qu'au Maroc, il faut avoir des données. Mais on voit bien que, je ne veux pas donner d'exemple, de nom, mais vous les connaissez, des entreprises
archaïques de l'État, notamment. Et une fois qu'ils intègrent le digital, le numérique et l'informatique, ils accèdent à beaucoup plus de clients, ils ont une visibilité meilleure. Et la question qui se pose aujourd'hui, donc par rapport à ça, imagine, je vais prendre quand même un exemple, on prend Maroc Télécom. Il n'aurait pas pu vivre s'il n'avait pas amélioré son offre, et en particulier en offrant déjà des infrastructures technologiques poussées. Imaginez qu'ils avaient resté avec le téléphone filaire et ils ne seraient plus là. D'accord? Donc, et puis, imaginez une banque aujourd'hui qui n'a pas toutes les solutions technologiques qui sont en train, ils ne seraient pas là. Donc, ils sont obligés de suivre. Heureusement qu'ils suivent. Bien sûr, au Maroc, on ne va pas voir les grandes, les success stories, bien sûr, en dehors des entreprises qui sont là, qui sont déjà installées, en dehors de ces entreprises. Il y a bien sûr Google, Facebook, d'accord, ce sont des histoires. Mais il y a mais je n'ai pas les noms des entreprises en tête, mais certaines entreprises en Europe, parce que c'est un exemple qui revient souvent, allaient faire faillite. Et ils ont adopté des stratégies numériques avec plusieurs milliards de dollars. J'ai dit, Black, il y a bon, j'ai plus le nom, mais c'est dans le commerce. Et parce qu'ils ont intégré le numérique, ils ont vu leur chiffre d'affaires doubler ou avoir des croissances extraordinaires. Mais on voit bien que sans le numérique, beaucoup d'entreprises n'existeraient pas. Bon, j'ai parlé de Maroc Télécom, on peut parler. D'ailleurs, même les entreprises qui n'utilisent pas aujourd'hui des robots, de la logistique avec de l'Internet d'accord, pour suivre un petit peu, pour optimiser, pour suivre leur logistique, ils n'existeraient pas. Mais au Maroc, les entreprises sont beaucoup plus stables. Vous savez, parce qu'il n'y a pas que, on n'est pas dans une concurrence très agressive par rapport à ce qui se passe en Europe. D'accord. Mais ce qu'on peut aussi trouver, c'est que la croissance est corrélée. Je n'ai pas ici non plus les données, mais on a démontré que le taux de numérisation des entreprises correspond à la croissance de ces entreprises. Plus on numérise, plus on… C'est un peu évident parce qu'on simplifie, on fait travailler les gens chez eux, il y a plus d'agilité, il y a plus de résilience quand il y a des crises. Et puis, il ne faut pas oublier que le fait d'utiliser le numérique permet à l'entreprise de collecter des données et donc de les analyser et donc de prendre de bonnes décisions. Et puis de réagir rapidement. D'accord? Exact. Voilà, donc… Surtout dans notre activité automobile. Aujourd'hui, Oui. je donne l'exemple du câblage. Il utilise un grand nombre d'effectifs. Et parfois, c'est très difficile d'être résilient, d'être flexible. C'est très difficile de gérer la main. Et on peut pas manipuler toutes les données, ne serait-ce que la paye, ne serait-ce que les congés, la gestion des congés. Donc, vous voyez, heureusement que tout le monde, parce que le fait de dire le numérique, c'est pas nous qui vont alerter les gens, ils sont déjà alertés. Heureusement que les gens passent rapidement à… Bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises au Maroc qui font le numérique, ils réussissent, mais c'est un autre contexte. Là, on parle d'un contexte réglementé où il y a une certaine concurrence. Et nous, Aziz l'a dit au début, nous, ce qu'on souhaite, c'est accompagner la transformation de notre pays pour aussi la durabilité de la free zone à Kenitra et à Tanger, parce qu'il y a le monde aussi, donc ces plateformes, il faut qu'on soit compétitif pour les préserver, pour les faire évoluer. Donc, il faut qu'on ait cette émergence de connaissances technologiques, du numérique dans nos territoires, dans nos villes, dans notre pays. Donc, le numérique va permettre
si on veut donner un exemple, tous les pays, d'ailleurs, on peut le vérifier facilement, tous les pays qui ont créé, qui ont conçu leur développement sur le numérique se sont développés. Tous les pays, et on sait très bien que tous les pays asiatiques ont misé sur le numérique et se sont développés. Les États-Unis ont misé sur le numérique dans la Silicon Valley et aujourd'hui, les grandes entreprises mondiales et en particulier américaines, c'est celles qui utilisent le numérique. La Chine, la même chose. Il a fermé ses frontières pour les entreprises américaines et il a créé ses propres entreprises du numérique. Alibaba, etc. Merci, c'est chef. Alors, moi, je dirais, je vais rebondir aussi pour vous dire que notre intérêt, si vous voulez, dans cette série de webinaires, c'est d'abord de montrer que au niveau de l'université, c'est pas aussi morose qu'on le pense, parce que nous sommes conscients à l'université que quoi qu'on fasse, si les développements qu'on fait ne trouvent pas, si vous voulez, un terrain d'application comme celui des entreprises, les travaux qu'on fait, ils resteront dans les armoires et ne verront pas d'application. Et donc, quelque part, cette transformation, il faut qu'on la vive ensemble, il faut qu'on l'adopte ensemble, et il faut que l'on s'approprie cette transformation ensemble. Nous, au niveau de la réflexion, au niveau des fondamentaux de la transformation, et vous, au niveau de l'applicabilité. Vous, en tant qu'homme de terrain, dont le besoin se fait sentir chaque jour, du moment que vous interagissez avec des acteurs économiques et industriels un peu partout dans le monde. Et nous, on est en train d'interagir avec le monde académique dans le monde entier. Donc, la transformation, il nous est obligatoire et la coordination, il nous est aussi obligatoire. Je ne peux pas vous citer combien de travail de recherche qu'on fait à l'université, mais malheureusement, c'est ce manque de dialogue entre université et académique qui fait que les projets n'aboutissent pas. Ce webinaire, je crois que aujourd'hui, de notre côté, on essaie d'adopter un langage adapté à vos besoins, mais aussi on comprendra de plus en plus vos intérêts et vos attentes pour que l'on puisse adapter nos travaux à ce que vous cherchez en termes d'applicabilité des technologies numériques à vos besoins industriels. Il y a des solutions. Oui. Ça me vient quelques exemples d'entreprises qui… il y a AXA, par exemple, AXA qui, grâce au numérique, et aussi ils ont récupéré des talents de Bouygues. Et Bouygues aussi, grâce au numérique, s'est beaucoup développé, alors qu'au début, c'était seulement de la construction. AXA, la même chose. Donc, il y a des exemples. Il y a Alcatel en France qui a… CITIM, je crois, CITIM, c'est… Oui, CITIM, c'est de l'industrie 4.0, donc ils connaissent CITIM. Oui, bien sûr. Mais toute l'industrie automobile, bien sûr, elle est aujourd'hui… moi, j'ai un doctorat en calcul des structures, donc… Et j'ai des amis qui travaillent donc j'allais travailler dans la mécanique. Jawad, si tu permets, il y a la question de Si Azdil Ghazi qu'il a écrit. Alors, ma question, c'est comment valoriser et normaliser les plateformes numériques au niveau de contrôle de qualité en termes de collecte et d'analyse des données. Donc, c'est la valorisation et la normalisation des plateformes numériques à deux niveaux, au niveau de la collecte et l'analyse des données. Oui, bien sûr, qu'il y ait des normes pour la collecte, d'accord. Mais il y a aussi, en plus, il y a les normes de collecte ou d'analyse de données. Je dis qu'il y a des normes. C'est pas, mais une donnée n'a d'importance que par rapport à un objectif de l'entreprise qui va l'utiliser. Donc, normaliser, oui, il existe des plateformes, mais aussi il y a une possibilité, tout le monde peut utiliser ces données selon
le contexte d'utilisation selon ses besoins stratégiques, etc. Donc, le problème n'est pas ce matin, mais ça n'a pas, c'est pas très lié à la question, c'est juste un petit peu. Ce matin, je faisais partie d'un certain nombre d'experts pour la proposition d'une formation à l'OFPT sur l'IoT, donc sur l'Internet des objets, donc sur l'industrie 4.0. Et ce genre de choses, quand le gouvernement, quand l'État, comme ça, ce qui s'est passé d'ailleurs à Ben Grir, aussi le data center qui vient d'être inauguré, là, il y a des normes qui vont émerger, des normes marocaines, puisqu'il faut qu'il y ait une activité. On commence par, j'avais dit dans un des slides qu'on doit raisonner en mode émergence. Le retard que nous avons par rapport à l'utilisation des données fait que, au lieu de commencer par les normes et par un petit peu l'organisation ou la qualité, même la qualité, il faut laisser. Et d'ailleurs, le directeur DSI de d'AXA, j'ai parlé d'AXA, qui était à France, à Bouygues avant, il disait que c'est dans l'esprit aussi des méthodes agiles. Il vaut mieux avoir beaucoup de gens qui travaillent que des gens qui surveillent la qualité et la normalisation. Depuis quelque temps, beaucoup de gens sont devenus, ils acceptent bien sûr qu'on doit garder un minimum de normalisation, un minimum de qualité, mais il faut avant tout expérimenter, travailler en mode émergence, tester les choses, adapter selon le contexte. Et les bonnes normes, les bonnes pratiques vont s'imposer d'elles-mêmes. Merci beaucoup, mon cher. Merci à vous. Donc, c'est Aziz, je pense. Oui. Donc, Madame Khoula, je crois qu'on va lancer le mot de la fin. Et pour cela, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont honorés par leur présence. J'espère que nous étions au niveau de leurs attentes et nous espérons pouvoir continuer cette série de webinaires. Et nous attendons vos propositions pour la prochaine édition si vous en avez. Madame Khoula. Ok, c'est Aziz. Donc, d'accord, on va s'organiser par la suite pour la série des webinaires comme était prévu. Et à mon tour, je remercie tous les participants. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. À la prochaine, Charles. Merci. À la prochaine. À la revoir. Merci vivement. Merci. Merci à vous.